Aujourd'hui mieux qu'hier et demain mieux qu'aujourd'hui. Tradition oblige, je me dois de proférer la même phrase qu'on n'a pas cessé de me répéter depuis ma plus tendre enfance. Ayant grandi dans cet établissement, ce qui peut sembler pour certains être une simple phrase est pour moi un état d'esprit, une philosophie et même une sorte d'idéologie. Vous voyez alors peut-être pourquoi le sujet d'aujourd'hui me paraissait simple comme bonjour, aussi évident qu'une équation de premier degré et aussi flagrant que la lumière jaune qui se reflète dans mes yeux. Mesdames, Messieurs, bonjour. Permettez-moi alors de définir 3 termes essentiels. Tout d'abord, évolution. C'est un passage progressif permettant d'aller de l'avant. Quant au patrimoine culturel, il est défini par l'Organisation des Nations Unies pour la science, l'éducation et la culture. C'est à la fois un processus et un produit qui fournit les sociétés en ressources, en un tas de ressources héritées du passé, créées dans le présent au bénéfice des générations futures. Et enfin, se détacher, qui veut dire cesser d'être attaché et qui ne veut surtout pas dire rejeter. Vous comprenez alors un peu mieux notre position. En tant que citoyens, il est dur de nier l'affection que nous éprouvons à l'égard de notre patrimoine. Pourtant, le patrimoine s'hérite, on l'a hérité des générations passées, les générations futures sont censées l'hériter de nous. Mais si on reste dépendant de ce patrimoine, nous deviendrons ses esclaves et l'évolution deviendra inenvisageable. Ne sommes-nous pas censés faire mieux? N'est-ce pas ce qu'on nous a appris? La génération présente n'est-elle pas censée être meilleure que celle passée? Ne sommes-nous pas censés participer à l'enrichissement de ce patrimoine? Mais comment ça serait possible si on ne prend pas d'initiative, si on ne fournit aucun effort et si on ne peut même plus juger ni critiquer notre propre patrimoine? On doit avoir assez de recul en tant que peuple afin d'éliminer tout ce qui nuit à notre bien-être. Cela va de soi. Nous devons nous détacher de notre patrimoine culturel et ne surtout pas s'y limiter. Un patrimoine culturel qui regorge certes de beauté, de pureté et d'utilité, mais aussi de nocivité, de nuisibilité et de dangerosité. Mais bon, ici c'est les grands débats, alors je me dois de donner une autre preuve un peu plus tangible. Alors prenons l'exemple de notre cher pays avec un patrimoine culturel des plus riches. Alors, dans notre patrimoine culturel, n'est-il pas de traditions nocives et dangereuses? Bien sûr que si. Et si je venais à toutes les citer, cela me prendrait des heures. Malheureusement, mes minutes sont comptées. Alors laissez-moi vous raconter la triste histoire d'un petit bambin qu'on appellera Petit H. Petit H est issu d'un milieu campagnard, là où les personnes sont souvent très attachées aux traditions. Et sa mère l'était aussi. Donc quand son fils manifestait des signes de maladie, au lieu d'aller à l'hôpital le plus proche, elle l'emmena voir la fraga du coin. Pour ceux qui ignorent ce qu'est une fraga, c'est une soi-disant soignante qui use de concoctions à base de plantes, parfois toxiques. L'enfant devenait de plus en plus malade et sa mère finit finalement par l'emmener à l'hôpital. Pourtant, c'était trop tard car Petit H mourut quelques minutes après. Mesdames et messieurs, si on avait eu assez de recul pour réaliser la dangerosité de cette horrible tradition, alors Petit H aurait peut-être sauvé, comme l'auraient peut-être beaucoup d'autres nourrissons, bébés et enfants. Figurez-vous que la notion de fraga nous vient directement de nos ancêtres. En même temps, à leur époque, il n'y avait ni médecine moderne, ni pharmacie. Néanmoins, la fraga existe encore de nos jours, et si vous n'en aviez pas idée, eh bien détrompez-vous. Heureusement que ce genre de pratique est en train de diminuer petit à petit grâce à l'évolution des mentalités et grâce au détachement. Je ne nie en aucun cas toute la beauté et la richesse de notre patrimoine marocain. Au contraire, j'en suis fière. Mais cela ne veut pas dire qu'on a besoin de ces derniers afin d'évoluer. Est-ce qu'on peut évoluer sans patrimoine? On n'en est qu'à notre première intervention, pourtant la question ne se pose même plus. Merci. Bon, je laisserai d'abord mon camarade Ilyes pour vous répondre à propos des traditions, pour souligner plusieurs détails à propos des traditions. Il va passer tout de suite. En préambule, je tiens à remercier notre établissement El Araki d'avoir inculqué cette magnifique culture de débat et d'échange dans notre système éducatif. Et je tiens également à remercier la culture de débat en elle-même d'avoir non seulement évolué au cours de ces dernières années, mais d'avoir fait évoluer des âmes et des états d'esprit, d'avoir empreint nos acteurs de demain sur les épaules desquels repose notre avenir socioculturel par l'extraordinaire pouvoir de savoir-faire et par de l'intelligence éloquente. Honorable jury, très belle audience, chers opposants, bonjour. La culture. Donc, aujourd'hui, si je me tiens derrière ce pupitre, c'est que je suis en train d'exprimer mon appartenance au club des grands débats El Araki. C'est que je suis en train de m'identifier à une certaine communauté. Appartenance et identification. Les deux piliers fondamentaux dans l'évolution de tout peuple assuré par le biais de la culture. Vous imaginez ces opposants, pour parler uniquement de peuple, nous avons besoin de nous identifier à un milieu.
Nous, autant qu'une communauté vivant sur un même territoire ou par extension, nous sommes unis grâce à la culture. Mais quelle culture? Un mot si pondéré qu'il est si polysémique. Je cite la culture au sens d'enrichissement personnel, comme au sens d'apprentissage, comme au sens de civilisation, et j'en passe. Remarquez-vous, chers opposants, je viens de citer les éléments secrets à la recette de l'évolution. Mesdames et messieurs, la culture, c'est ce qui nous reste lorsqu'on est dépossédé de tout. La culture, comme l'a cité Edward, c'est ce qui nous reste lorsqu'on a tout oublié. Pour que vous veniez, chers opposants, nous convaincre que non seulement la culture n'a pas son rôle dans l'évolution, mais qu'il faut s'en détacher. Très ironique de votre part, puisque vous-même, chers opposants, et peut-être vous ne vous rendez pas compte, mais vous pratiquez la culture littéralement chaque jour. En venant à l'école, en intégrant des clubs établis par votre établissement, en vous engageant à planifier une vie universitaire réussie, en vous souciant de votre futur après le baccalauréat, vous êtes en train de pratiquer mais purement que de la culture. Désolée. Donc, car la culture, au bout du compte, n'est qu'un mode de vie et un mode de pensée qui, en quelque sorte, constitue votre existence et auquel mode vous ne pouvez échapper, vous réaliser. Vous ne pouvez vous trancher d'un impératif si concret, car il faut comprendre que la culture a ses racines et ses conditions d'existence dans la nature humaine. Il faut comprendre que l'homme est créatif de base. Et il crée des outils, il crée des langues, il crée des religions, il crée des cultures. Et il les transmet par écrit aux générations suivantes qui, elles, à leur tour, les transformeront et les augmenteront. Donc le but, en fin de compte, n'est que de développer notre élément humain. Et pour y aboutir, nous avons besoin de relations avec nos semblables. Et qui dit relation, dit forcément interaction de culture, ainsi une diversité culturelle. Certes, nous sommes peut-être tous différents, mais nous sommes tous humains. Et les humains se rassemblent dans leurs communautés respectives et mettent de côté toute différence au profit du développement, au profit de la bonté et de la solidarité. Nous outrepassons toute différence afin de nous unir et afin de combattre. Car si l'union fait la force fait le pouvoir et le pouvoir conduira certainement à l'évolution. Qu'il s'agisse de patrimoine culturel ou de musée, qu'il s'agisse d'autres formes d'art contemporain, la culture enrichit nos vies d'innombrables façons. La culture contribue à bâtir des communautés résilientes, des communautés innovantes. La sauvegarde de la culture est votre responsabilité, chers opposants. La protection du patrimoine culturel et naturel mondial c'est le pilier afin de surpasser afin de relever tous les défis de notre époque, du changement climatique à la pauvreté en passant par les inégalités et plusieurs autres conflits complexes. Car aujourd'hui, l'UNESCO est convaincu qu'une forte composante culturelle est le seul pouvoir et la seule raison afin de pouvoir assurer un développement durable. En effet, seule une approche de développement centrée sur l'homme est fondée sur un échange culturel, est fondée sur le respect mutuel entre les cultures, peut aboutir à une paix durable. Et quoi de si confortable qu'une paix durable? C'est littéralement le but ultime auquel tout pays développé est à la poursuite aujourd'hui. Donc sur ce, je vous laisse reconsidérer vos propos, chers opposants. Merci. Chaque humain, dans chaque coin du monde, est porteur d'un message. Et si je me présente ici, c'est pour accueillir tous les messagers de mon école, y compris vous, chers opposants. Et j'ai le libre arbitre de décider de ce qui est tangible et de ce qui est absurde. Bienvenue dans mon monde. L'homme de nature éprouve un lien émotionnel et physique très fort à un certain proche lors de ses premières années. Il s'attache solidement à cette accointance, en train de s'enraciner dans une illusion de sécurité absolue. Mais quand il est affronté à explorer ce monde, il se trouve en face d'une angoisse, du couardise. Et la seule idée qui hante son esprit est de revenir à cette personne-là. Vous vous demandez sûrement, chère Audience, pourquoi raconter cette histoire alors que le sujet réel tourne autour du développement d'un certain peuple, d'une certaine communauté. Néanmoins, la vraie question qui se pose ici est: ne pouvez-vous pas le voir, chère Audience? Ne pouvez-vous pas voir la réalité dissimulée derrière le rideau de cette brève histoire?
Mais je ne vous blâme pas. Les déclarations manipulatrices de nos chers opposants peuvent pénétrer vos esprits en train d'obscurcir l'évidence. Cette illustration que je viens de dépeindre est basée sur une théorie très fameuse qui est la théorie de l'attachement du psychanalyste Bowlby. C'est une théorie qui consiste à ce que l'enfant doit se détacher de cette personne-là à un certain moment de son âge pour pouvoir enfin forger sa personnalité et son être social. Et c'est ce qui s'applique d'ailleurs pour notre sujet. Le peuple désigne ainsi un faux refuge et s'attache follement à celui-là en faisant la sourde oreille aux cris continus du développement, en ignorant le grand tremplin de la réussite qui est l'ouverture sur d'autres cultures et surtout la libération de l'assiégement d'une mentalité arriérée. Je trouve qu'en raison de l'économie mondiale et le développement technologique, notre monde a beaucoup changé. Il est devenu beaucoup plus petit. Cependant, nos perceptions n'ont pas manœuvré au même rythme. Nous sommes toujours accrochés aux anciennes démarcations nationales qui peuvent se montrer même brutales et archaïques. Prenez l'exemple de l'Algérie, un pays qui a été hanté par l'idée de se procurer son propre patrimoine culturel. Ce propos qu'affronte ce pays a stimulé une sorte d'illusion de manque et une obsession par ses soi-disant traditions et coutumes. Il nourrit et enrichit cet héritage il nourrit et enrichit ce complexe d'héritage culturel en oubliant de se focaliser plutôt sur ses ressources naturelles qui sont les hydrocarbures qui peuvent booster son économie pour pouvoir enfin atteindre son vrai achèvement économique. En contrepartie, les États-Unis d'Amérique, ce pays récent qui nous savons tous comment il a été créé, n'a jamais possédé un patrimoine américain pur. Cependant, il a essayé de bâtir une allée vers le succès en exploitant ses ressources humaines et naturelles, en allant vers une innovation numérique et même une conquête spatiale. Puisque l'Amérique, au contraire de l'Algérie, a essayé de créer sa propre histoire. Elle n'est pas restée figée en train de tournoyer autour des carences qui la particularisent. N'allez surtout pas me dire, chers opposants, que grâce à notre cher patrimoine culturel promu à travers le monde, qu'on a un secteur prospère qu'est le tourisme. Non, c'est grâce à nous. C'est grâce à l'élément humain, le génie humain. Et c'est d'ailleurs l'ingrédient principal de la réussite et le développement. Le Maroc, si le Maroc a vraiment vécu une situation où il n'y avait pas de patrimoine culturel, il aura essayé de trouver d'autres solutions, comme par exemple utiliser ses réserves de phosphate, encourager l'industrie et j'en passe. Et pour encore certifier mon idée, il n'y a pas de meilleur exemple que celui de la Finlande, un pays qui s'est investi particulièrement dans le domaine de l'enseignement, menant une révolution incroyable dans celui-là, créant ainsi un nouveau type de tourisme qui est le tourisme scolaire, sans avoir besoin de son patrimoine culturel. Aujourd'hui, tout le monde pèlerine vers la Finlande pour pouvoir s'inspirer de sa fameuse expérience. Chère audience, honorable jury, dans un environnement qui change, il n'y a pas de plus grand risque que de rester figé, accolé, immobile, accroché à une histoire déjà vécue. Merci. Chers opposants, avant de commencer mon intervention, je souhaiterais vous faire remarquer que vous vous êtes beaucoup focalisé sur la relation entre le développement et le patrimoine culturel. Et je pense que c'est normal puisque c'est le sujet. Donc, au cours de cette intervention, je vais essayer de vous faire changer d'avis et de vous répondre au maximum. Bon, culture. C'est un si petit mot, mais pourtant qui cause tant de confusion pour nos adversaires. Tout d'abord, pour comprendre ce que c'est que la culture, il faut savoir que nous, les hommes, sommes guidés par un instinct qui est appelé instinct grégaire. Grégaire, groupe. Donc, ils sont guidés par un instinct de groupe. C'est cet instinct de groupe qui fait que les hommes vivent justement en groupe. Donc, pour qu'un groupe fonctionne, pour qu'il n'échoue pas, il nous faut des règles, un mode de vie, quelque chose de commun entre ses membres. Ces règles, ce mode de vie, à plus grande échelle, c'est ce qu'on appelle la culture. Et ce que regroupe cette culture, c'est le patrimoine culturel. Retirer à un groupe ses règles, son mode de vie, et il s'effondrera. Retirer à un pays, une nation, son patrimoine culturel, et elle fera un pas vers l'anarchie. Je sais que nos adversaires sont maintenant habitués au raisonnement par contre-exemple, car il me semble qu'ils ont passé leur premier test de maths. Et je pense aussi qu'ils veulent faire de notre sujet un cas presque général. Mais si c'est le cas, alors je vais leur donner tant de contre-exemples qu'ils ne pourront même plus en faire un cas particulier. Je vais commencer par l'Europe, par l'Occident. Je sais que quand on pense à l'Occident, on pense à des pays qui sont un tout petit peu détachés de leur patrimoine culturel. Sauf que c'est totalement faux.
Si on évoque par exemple les pays de l'Espagne, la France, la Finlande, l'Italie, la Suède, tous ces pays sont rattachés à leur patrimoine culturel. Prenons juste l'exemple de l'Italie. Est-ce que les Italiens fêtent toujours leurs fêtes traditionnelles? Oui, ils fêtent toujours leurs fêtes traditionnelles. Est-ce qu'ils mangent toujours de leur nourriture traditionnelle? Oui, ils mangent toujours de leur nourriture traditionnelle. Est-ce qu'ils s'habillent de leurs habits traditionnels? Oui, ils s'habillent de leurs habits traditionnels. Ce cas est valable pour à peu près tous les pays de l'Europe. Alors je ne vois pas comment nos chers opposants peuvent dire que ces pays sont détachés de leur patrimoine culturel. Personnellement, je ne vois pas comment. Mais maintenant, j'aimerais passer à la France. Dites-moi, chers opposants, est-ce que les 90 millions de touristes qui vont en France chaque année, d'après le ministère du Tourisme français, ils partent pour la météo ou les plages peut-être? Non, ils y vont pour voir les monuments français. Ils y vont pour tester la nourriture traditionnelle française. Ils y vont pour tester et expérimenter ce qu'offre la vie dans cette culture tellement riche, accumulée durant des milliers d'années d'existence. C'est alors que la culture aide la France à évoluer. Elle aide à la faire évoluer grâce à son tourisme. Mais je sais que l'exemple que nos chers opposants vont le plus exploiter, c'est l'exemple des États-Unis. Il faut savoir que les États-Unis, c'est un cas de creuset. C'est quoi un creuset? C'est la traduction littérale de melting pot en anglais. Ce que ça veut dire, c'est que c'est un pays où plusieurs cultures s'entrechoquent. Et ces cultures-là sont rattachées, ou bien les représentants de ces cultures sont très rattachés à leur patrimoine culturel. Prenons l'exemple des Asiatiques. Ils fêtent le Nouvel An chinois, ils s'habillent de leurs habits traditionnels, dans leur foyer, ils parlent leur langue. Et c'est le même cas pour les Afro-Américains, pour les Arabes, pour les Hispaniques. C'est alors que les États-Unis ne sont pas détachés de leur patrimoine culturel, mais qu'ils ont plusieurs patrimoines culturels. Mais bon, séparons-nous un tout petit peu des cas un tout petit peu plus modernes et parlons du sujet qui fâche. Ce que je pense peut porter le plus préjudice à notre position. Ce sont les pays africains. Quand on pense aux pays africains, on pense à certaines traditions barbares, comme le mariage infantile, comme la misogynie, comme le racisme, comme la guerre. Et nous sommes très conscients, chers opposants, que les pays africains doivent délaisser ces traditions et qu'ils doivent les renouveler et les éliminer. Nous sommes tout à fait d'accord avec ça. Mais si je vous disais que ce ne sont pas ces traditions barbares qui causent l'arrièrement de l'Afrique, non. Et pour illustrer ceci, je voudrais vous faire revenir quelques années en arrière, plus précisément au 19e et au 20e siècle. Pendant ce temps, certains pays connaissaient la révolution industrielle et technologique. Et pendant le même temps, ces mêmes pays qui étaient responsables de ces avancées étaient régnés par des traditions et des idéologies qui sont étroitement reliées et étroitement similaires à ceux qu'on retrouve maintenant en Afrique. Le mariage infantile forcé était monnaie courante, l'exploitation des enfants était vu comme normal, le racisme c'était normal, les droits des femmes n'existaient pas, les femmes n'avaient pas le droit de voter, les classes inférieures de la société n'avaient pas le droit de voter. Cependant, ces mêmes pays, c'est eux qui ont initié le monde au développement technologique et au développement économique. C'est eux qui sont devenus maintenant des pays qu'on dit des puissances mondiales, les grandes puissances. Et ils ont, au cours du temps, délaissé les mauvaises traditions, les traditions qui pourrissaient leur culture, sans pour autant se détacher de leur patrimoine culturel. Et comme j'ai dit, maintenant, c'est des grandes puissances. On peut alors clairement conclure que si l'Afrique voulait se développer, bien sûr, elle doit délaisser les mauvaises traditions, mais ce n'est pas ces mauvaises traditions qui la freinent. Car les pays africains aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ont beau embrasser la démocratie, ils n'arrivent toujours pas à évoluer. C'est alors d'autres facteurs, autres que ces mauvaises traditions toxiques et leur patrimoine culturel, qui freinent les pays d'Afrique. Pour finir, je voudrais m'adresser à ceux qui acceptent la thèse adverse. Et je voudrais leur demander de reconsidérer leur position. Car on peut clairement conclure et on peut clairement dire que le patrimoine culturel et la culture n'ont rien à voir avec le développement. Au contraire, pour évoluer, il faut se rattacher à son patrimoine culturel. Merci beaucoup. Pour vous répondre, chers opposants, l'évolution ne nuit pas à notre identité, au moins qu'on le veuille. D'après les cartes de Métaphysique 2, une chose change, tout en restant la même. Il insiste sur les transformations de la cire. Elle est dure, elle peut devenir liquide. Son aspect visuel change et partout, la même cire demeure. Je suis réjoui
réjoui et soulagé de constater que les hommes et femmes leaders de demain sont si crédules et naïfs à tel point d'admettre qu'un tout un chacun puisse se développer en croyant des coutumes simplement héritées. Vous n'êtes pour rien dans votre patrimoine, et ce patrimoine n'est non plus rien dans l'évolution. Cher auditoire, honorable jury, camarades et opposants, mes salutations les plus distinguées. Si je suis ici présent aujourd'hui, ébloui par cette merveilleuse galerie, eh bien c'est pour vous poser la question suivante. N'y a-t-il pas eu des moments historiques d'un peuple ou d'un État qui ont vu leur vitalité renaître dans l'oubli de plusieurs traditions? Chère audience, après maintes réflexions, j'ai pu finir par admettre le fait que nos coutumes sont arriérées et nous demeurons prisonniers d'un tas de cultes ineptes. Et il n'est pas seulement urgent de se détacher du patrimoine culturel, mais d'en détruire une grande partie. Se délester de ce poids que représente la tradition et qui fait pencher la balance vers l'irrationalité parfois, seulement afin de préserver un héritage fictif. Car oui, la tradition est l'excuse favorite des obscurantistes. À titre d'exemple, en Inde, où plus d'1 milliard d'hindous qui vénèrent le bassin du Gange, un énorme fleuve qui longe le pays. Et d'après les aïeux hindous, la déesse Ganga en est l'origine, et que toute personne qui s'y baigne se purifie l'âme et se lave de ses péchés. Cependant, le Gange est aussi l'un des fleuves les plus pollués du monde, avec un taux 3000 fois supérieur aux normes de l'Organisation mondiale de la santé. Et par conséquent, tout ceci génère un tas de maladies. À titre d'exemple, le choléra, une maladie originaire de ce delta. Maintenant, retenez votre souffle, cher auditoire, car je vais vous montrer une réalité que nos chers opposants ici présents tiennent si bien à préserver. Chaque année, à Moulay Ibrahim, village niché au haut Atlas occidental, on organise un moussem de 7 jours, auquel participent des pèlerins venus du 4 coins du Maroc pour la légende Baraka de Moulay Ibrahim, un saint soufi du XVIIe siècle dont le mausolée se trouve toujours au centre du village. Et au 7e jour, on peut voir que des pèlerins poursuivent un jeune dromadaire, l'abattant jusqu'à l'achever en lui arrachant la tête. Tout ceci pour la bonne cause, la Baraka. Quelle situation antithétique! Si on s'arrête sur le côté psychologique de ces soi-disant humains, ne trouvez-vous pas qu'ils sont plus susceptibles de devenir des criminels puisqu'ils normalisent des scènes épouvantables dont le sang est monnaie courante? Bel attelage du patrimoine culturel et de l'ignorance. Félicitations. En un sens, on peut dire qu'on est prisonnier d'une culture si celle-ci façonne notre corps, notre façon de penser, en nous inculquant un tas de folies démentielles. Et croyez-moi, si nous arrivons un jour à nous débarrasser de cette charge pénible qu'est nos traditions infondées, l'essor d'un pays jusqu'à là arriéré nous surprendra. Le développement exponentiel que toute une nation connaîtra nous surprendra. Et à mon avis, il est bien clair que nos chers opposants ne savent pas la vraie réalité de la condition marocaine. En fait, puisqu'on parle de réalité, vous savez qu'actuellement le monde entier souffre de pénurie d'eau. Et le Maroc, bien évidemment, fait partie d'eux. Si l'État oblige la fermeture de plusieurs bains morts, rituel sacré dans notre culture, pour rationaliser la consommation d'eau, est-ce que vous en mourriez? Ainsi, mes chers camarades et moi avons pu finir par déduire que les traditions valent ce qu'elles valent. Elles valent certes une partie intégrante de notre patrimoine culturel, mais une partie en putréfaction. Et si soit on la purifie aujourd'hui et maintenant, soit elle restaurera infiniment le fléau rangeant notre identité et brimant notre potentiel. C'est l'humain qui crée le patrimoine. Il ne doit pas le sacraliser. Arrêtez de vous comporter comme ces anciens arabes polythéistes qui créaient des dieux et devenaient leurs esclaves en les vénérant. Merci. Alors, premièrement, pour mettre un point en clair, il n'a jamais été question de juste vénérer une quelconque culture, mais de la respecter et de travailler avec. Alors, aucune vénération, et nous sommes en aucun cas des athéistes. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Tout d'abord et avant toute chose, quel honneur de me tenir devant ce pupitre m'adressant à vous, chère audience, cette année encore, que ce sentiment m'avait manqué. Pour évoluer, les peuples doivent se détacher de leur patrimoine culturel. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'évolution, tant qu'on reste lié au patrimoine que nous ont légué nos ancêtres. N'est-ce pas, chers opposants?
Vous insinuez donc que la culture influence de façon négative sur l'évolution. Alors laissez-moi vous dire, chère audience, que tout ceci n'est qu'affabulation. Car le patrimoine culturel, et contrairement à ce que vous essayez de faire croire à notre audience, chers opposants, ne se résume pas seulement aux traditions, encore plus aux traditions barbares. C'est un ensemble d'artefacts de musées, et de toute forme. Pardon, je m'excuse. C'est un ensemble de musées, de sites et de patrimoines qui se distinguent les uns des autres par leurs valeurs diverses, historiques et artistiques. Mon camarade Ilyes ayant précédemment cité ces mêmes caractéristiques historiques, je me dois de désigner leurs caractéristiques artistiques. Cela va sans dire que l'art et la culture ont depuis longtemps été des instruments au service de la liberté d'expression, de la promotion de la paix et du développement durable. À travers son action, la culture renforce son rôle en tant que vecteur de changements sociaux et comme il a pu être le cas durant les différentes révolutions et les grandes guerres mondiales, où les artistes ont pu user de leur art pour exprimer leurs idéologies changeantes. Ceux qui avaient pour but d'être de simples représentations de la liberté en des temps de répression se sont transformés en symboles du changement et en inspiration pour les générations futures, qui eux aussi se verront un jour confrontés à ces mêmes problématiques sociales. Toujours pas convaincu? Non? Ce n'est pas bien grave. J'inviterai donc toute personne encore quelque peu douteuse ou confuse à m'accompagner au sein de ce beau jardin qu'est notre société, là où tout doute et confusion se dissiperont pour laisser place à une seule et unique vérité, la nôtre. Un Éden au sein duquel fleurs et arbres fleurissent de toutes sortes. De quoi faire le bonheur de tout le monde. Une végétation diversifiée et colorée qui vient contraster avec le vert vif qu'offre un tapis végétal s'étendant sur une surface immense. Au milieu de cette même surface se tient la pièce maîtresse de notre tableau que l'on pourrait qualifier d'artistique. Un chêne dont les racines profondément enfoncées dans la terre fertile et qui remonte sous forme d'un tronc ample et rugueux qui donne à son tour sur de longs et nombreux branchements transportant chacun d'entre eux leur propre feuillage. C'est bon? Vous y êtes tous? Créant ainsi une image surréaliste capable de rivaliser avec n'importe quelle visualisation de la beauté. À présent, si je vous disais que ce même chêne se fit déraciner, retiré de façon barbare, avec comme seul argument que le jardin serait plus beau sans. Je vous laisse alors imaginer, chère audience, qu'il n'en fut rien. Car, une fois retiré, le paysage désormais désert n'est rien de plus que de la végétation à moitié morte, sans ni harmonie, ni balancement. Et maintenant, si je vous disais que ce jardin, ce chêne représentait notre culture et que sa beauté, il est ancré dans notre façon de vivre et de penser depuis des générations, se reflétant sur notre évolution, soit la beauté de l'endroit qu'est notre société. Vous aurez ainsi remarqué qu'une fois retiré, son importance considérée comme acquise par certains ne l'était point. Ce qui me pousse à la conclusion suivante. N'avez-vous pas remarqué comment sans arbres, il n'y avait plus de beauté? Et donc pour moi, sans culture, il n'aura plus d'évolution. Merci. Alors, avant d'entamer ma deuxième intervention, j'aimerais revenir sur les propos de mes chers opposants. Alors déjà, mon camarade n'a pas dit athéiste, il a dit polythéiste. À force de bavarder, je peux comprendre qu'on ne peut pas bien l'entendre. Deuxièmement, quelqu'un avait dit que ces règles formaient nos cultures. Non, ces règles qui forment et qui organisent la société humaine s'appellent la loi. Et heureusement que les pays développés ont anéanti et se sont détachés des lois qui empêchaient les femmes de voter. Alors j'aimerais aussi dire, vous avez dit qu'on doit éliminer le mauvais côté de notre patrimoine. Alors ça, c'est notre position. Votre position, c'est d'accepter le patrimoine culturel dans son entièreté.
À défaut d'avoir d'autres arguments que je pourrais réellement contrer, je me trouve dans la triste position de devoir réexpliquer notre position. Parce que oui, vous avez dit des paroles très éloquentes, avec des voix très belles et très fortes, mais bon, si c'est l'argument, c'est que oui, le patrimoine culturel nous aide à nous développer, eh bien, bravo, je vous félicite. Pour que les peuples évoluent, il faut qu'ils se détachent de leur patrimoine culturel. Une évidence que vous avez encore du mal à assimiler, chers opposants. Alors laissez-moi encore une fois éclairer votre lanterne avec un exemple qui illustre parfaitement notre position. En arrivant à une certaine étape dans notre vie, nous cherchons à évoluer en tant qu'individus. C'est là où on quitte le foyer familial. On se détache de nos parents. Cela ne veut pas dire qu'on Cela ne veut pas dire qu'on ne ressent plus d'affection à leur égard. C'est juste qu'on réalise qu'on peut très bien évoluer sans eux. Bref, cet exemple simpliste et surtout analogique ne fait que prouver que le détachement devient impératif lorsqu'il s'agit d'évolution. Les convictions sont des ennemis de la vérité, bien plus dangereux que les mensonges, a dit Friedrich Nietzsche. Selon sa situation, sa classe sociale, ses fréquentations et son expérience personnelle, chacun adopte ses propres convictions. Cette même personne influencera d'autres personnes au cours de sa vie. C'est pourquoi on dit que la conviction est contagieuse. On peut d'ailleurs constater des différences énormes de convictions à travers le monde. Et ces convictions, si prises pour des vérités, peuvent avoir des conséquences bien fâcheuses. En 1933, Hitler, un dictateur allemand impitoyable, prend le pouvoir. Pour lui, toute personne qui n'entre pas dans son moule de la race aryenne est un être inférieur. Ces convictions erronées ont provoqué la mort de millions d'innocents, le déchirement d'un nombre important de familles qui étaient obligées de vivre dans la peur constante d'être les prochains à être éliminés. Et tout cela à cause de la propagation des idées erronées de ce monsieur, qui a même réussi à provoquer une deuxième guerre mondiale. Alors oui, je sais bien que la propagation des convictions de mes opposants ne déclenchera pas la troisième guerre mondiale, mais je sais très bien qu'ils nuiront à l'évolution de ma patrie et de mon pays, et je refuse catégoriquement que cela arrive. Dans un monde où le peuple marocain n'est pas resté à marbre et a toujours brillé par son courage et toujours par sa bravoure, je refuse de faire preuve de lâcheté. Francis Picabia a dit, je cite, « Toute conviction est une maladie ». Alors, je ne suis peut-être pas médecin, mais aujourd'hui, je veux défendre ma patrie. Et aujourd'hui, je suis marocaine. Et l'avenir de mon pays repose sur mes épaules et sur les nôtres, nous, Marocains. Alors, je choisis de faire confiance à ma patrie, à la jeunesse marocaine, aux hommes et aux femmes de demain, et non à un patrimoine culturel lorsqu'il s'agit de l'évolution de mon pays. Mesdames et messieurs, les temps changent, les manières changent et le peuple change. Notre patrimoine culturel et notre façon ne doivent pas changer. Mais franchement, quelle absurdité! Mesdames et messieurs, pour ceux qui veulent réellement évoluer, innover, créer, inventer, penser et essayer, car il n'y a que comme cela qu'on pourra évoluer. Et rappelez-vous, aujourd'hui mieux qu'hier, demain mieux qu'aujourd'hui, le peuple d'aujourd'hui meilleur que celui d'hier, celui de demain meilleur que celui d'aujourd'hui. Et avant que je finisse mon intervention et que je ne puisse oublier, j'aimerais juste vous dire que j'ai remarqué que vous êtes très attachés à vos papiers. Nous, personnellement, on en a peu besoin parce que nos idées elles sont très claires, tout est dans la tête. Merci. Premièrement, pour rebondir sur certains de vos propos, mes très chers opposants, l'évolution des mentalités se fait par l'évolution de la culture et non par l'élimination de celle-ci. Parce que serions-nous sans identité? Pas grand-chose, certainement. Très chère audience, c'est avec un énorme plaisir que je me présente devant vous ce matin pour défendre une thèse qui me tient particulièrement à cœur et qui me semble tout à fait logique. C'est de culture et d'évolution que nous parlons aujourd'hui. L'évolution, par définition, d'après le dictionnaire Larousse, est un passage progressif d'un état à un autre. Elle évoque donc un mouvement, un changement, une transformation et une altération. Un peuple, en revanche, est un ensemble de personnes vivant en société sur un même territoire, unies par des institutions politiques, mais surtout par des liens culturels, ce qui fait que l'existence d'un peuple dépend directement de l'existence d'une culture. La culture étant un terme complexe et général qui englobe plusieurs aspects de la vie en société. Elle est l'ensemble des connaissances, des savoir-faire, des coutumes et des traditions propres à une civilisation. Elle se transmet socialement de génération en génération et conditionne en grande partie les comportements individuels. Chers opposants, j'aimerais tant savoir comment pourrait-on jamais imaginer qu'un peuple ou qu'un individu puisse évoluer et changer et aller de l'avant tout en reniant sa culture qui fait reniant la culture qui fait son identité.
en rejetant la chose qui fait de lui la personne unique et intéressante qu'il est. Il est impossible de croire qu'un peuple puisse évoluer tout en délaissant et laissant derrière la culture qui fait son unité et lui donne une identité qui est propre à lui. Un peuple est un ensemble de personnes, ce qui fait que son progrès dépend d'un effort collectif. Et comment faire pour organiser un grand nombre d'humains tout à fait différents et faire en sorte qu'ils travaillent tous pour atteindre un même objectif qui est celui de se développer? Eh bien, c'est en créant des liens forts entre eux. Et quoi de plus fort et de plus noble qu'une culture? Une culture qui reflète toute une nation. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous donner un petit exemple pour mieux illustrer mon idée. L'Union européenne, qui est constituée de 27 États, tous avec leur patrimoine culturel très riche, mais assez semblables les uns aux autres vu leur emplacement géographique et leur histoire commune, a réussi à créer une synergie et à atteindre le développement durable, car elle a aussi réussi à trouver un point de convergence entre tous les peuples constituant cette union. Ce point de convergence qui n'est autre que la culture. Il va sans dire que l'union fait la force. Et au sein des sociétés, c'est la culture qui crée cette union qui va mener les peuples vers l'évolution. On est certainement tous d'accord que quitter le Maroc pour compléter ses études à l'étranger est une grande vogue parmi les jeunes qui cherchent à améliorer leur mode de vie en se dirigeant vers un pays plus développé. Néanmoins, peut-être me diriez-vous que ces gens-là sont en train de renier leur culture afin d'évoluer. Mais en fait, en adoptant cette mentalité, ils ne font qu'échanger culture par culture. En s'installant ailleurs, on embrasse forcément la culture qui règne là-bas. En effet, on ne peut jamais se débarrasser de la culture pour évoluer. On choisit simplement une autre culture à laquelle on s'adapte parce qu'on considère que cette culture est plus adéquate pour réaliser certains objectifs. Merci. Sans arbres, il n'y a pas de beauté. Notre pays est très beau, certes, mais on ne peut réellement le qualifier de développé. Et d'ailleurs, quant à vous qui parlez de Paris, la seule fois où on a entendu un Européen parler de son patrimoine était lors de l'incendie de Notre-Dame. Mesdames et messieurs, très chers camarades, si je suis ici aujourd'hui devant vous sur ce si prestigieux pupitre qui, pour mes camarades et moi, est synonyme d'aile menant aux auteurs, ce n'est nullement pour essayer de vous doper, de vous duper, ni de vous prendre en guet-apens. Chère audience, si je me trouve aujourd'hui devant vous dans ce si belle atmosphère de choc et de savoir, c'est en effet pour prouver au monde que des idéologies assez ancestrales existent toujours. Trêve de bavardage et puis inutile de gaspiller ma si prestigieuse énergie à approfondir mes salutations. Chère audience, honorable jury, très chers partisans du contre et puis coéquipiers, bien le bonjour. Notre sujet est un sujet qui n'a cessé de faire parler les grands comme les petits esprits. Accrochez-vous bien, pour que les peuples évoluent, il faut qu'ils se détachent de leur patrimoine culturel. En lisant cette affirmation, j'ai tout comme vous eu une réflexion brutale. Mes pensées s'alourdèrent. Je me suis directement mis à penser, imaginer et réfléchir. Mais je me sentis arrêté et freiné à chaque instant à essayer de convaincre ma conscience d'avancer à la même longueur d'onde que ce sujet. Alors que là où tout homme voit ambiguïté, je n'y vois que clarté. L'esprit de combattant résidant en moi refusa de baisser les bras et s'est mis à chercher l'anguille sous roche, des nuits à penser, à gigoter dans tous les sens. Mais le résultat m'a malheureusement infligé plus de peine que de réjouissance. Ce fut mon patrimoine et ma culture qui m'empêchaient de penser. À quel moment aurais-je cru que mon patrimoine culturel serait le boulet qui m'empêchait d'évoluer? N'est-ce pas triste? Triste d'avoir été conditionné et traité afin d'utiliser notre patrimoine culturel comme étant le seul essence d'évolution, qui manque d'ailleurs en grande partie ces derniers temps. D'après vous, chers opposants, l'éducation, le développement économique et l'investissement dans le capital physique et humain n'ont pas leur place dans notre évolution. Mais d'où venez-vous? Vous êtes-vous baladé dans les rues de la Médina tout en discutant avec le vendeur de saucisses, de babouches au Gnawa et pour finir au tisserand au bout de l'allée tout en récoltant de vos renseignements? Non, et bien sûr que non. D'ailleurs, vous savez, j'ai des principes, tout comme vous d'ailleurs. C'est ce qui explique mon positionnement en tant que dernier intervenant de mon équipe. L'un d'eux est d'écouter.
Je désirais vous écouter, mais vous m'aviez déçu. En venant et en me préparant, j'étais enthousiaste à l'idée d'enfin avoir les réponses à mes questions. L'une d'entre elles, et d'ailleurs la plus belle d'entre elles, était, écoutez-moi bien, dans un monde où le patrimoine n'ait jamais existé, qu'aurait été la source d'évolution? À moins que vous vous imaginez en train de cogner deux pierres l'une contre l'autre en attendant l'apparition d'une flamme, tout en étant couvert de feuilles d'arbres et en regardant les plus forts courir et chasser, en espérant avoir à manger pour ce soir. Eh bien, vous, tels des insouciants à l'évolution, vous m'aviez laissé sans réponse. Mais merci, merci à vous, car je me suis fait la mienne, qui d'ailleurs est basée sur un raisonnement assez perspicace. Au cas où vous ne le saviez pas, tout comme la médecine ancestrale qui consistait à enlever la partie désirée et à observer, afin de définir le rôle de cette dernière. J'ai donc sélectionné et désigné deux pays, l'un ultra développé, l'autre pas du tout. Prenons l'exemple des États-Unis d'Amérique. Un pays développé, riche économiquement et doté d'une culture énorme. Oups, excusez-moi, corrigeons donc mon erreur. N'ayant aucun patrimoine culturel. Mais comme le reste des 10 pays les plus développés classés par les Nations Unies sur l'innovation technologique, l'investissement dans le capital physique et humain, une stabilité politique, un faible niveau d'inflation et une concentration diversifiée de marchés décentralisés. Et de l'autre côté, prenons l'exemple désolant de la Libye, un pays qui fut détruit par sa propre culture de conservatisme, refusant de s'ouvrir au monde. Mais dès lors que cette dernière fut détruite, et nous connaissons d'ailleurs tous cette triste et malheureuse histoire, elle ne fut qu'avancer avec leur esprit libéré, frais et libéré de toute idéologie prenant en otage l'évolution. Afin de conclure mon intervention, comme Éric Congo a si bien dit, le développement d'un pays commence quand un peuple se dit « Que doit-on faire avec ce qu'on n'a pas ?» Fin de citation. Et donc non avec ce qu'on a, tel un patrimoine et une culture synonyme de chaîne. Merci bien.